Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle édition, une nouvelle émission avec le professeur Henri Joyeux, toujours en très grande forme. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Avec joie. Que de messages avons-nous reçus, que de réactions au travers des émissions que vous proposez, de l'expertise que vous apportez. Et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un sujet qui, j'ai vraiment le sentiment qu'en France, quand on parle de contraception en règle générale, c'est déjà un peu particulier, mais alors là, sur l'angle de la contraception masculine spécifiquement, c'est encore plus tabou. C'est un sujet pour les femmes. Oui. Alors c'est un sujet majeur, comme nous allons le voir. Ouais. Vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes de contraception masculine, comme il y a plusieurs méthodes de contraception féminine, évidemment. Mais pour démarrer, j'aimerais quand même dire à nos amis téléspectateurs deux ou trois petites choses. D'abord, leur montrer que ça, c'est la carte de l'ordre des médecins. Ouais. J'ai payé ma cotisation, donc ça veut dire que je suis docteur en médecine, mais suspendu depuis le 1er janvier de cette année 2024, figurez-vous, sur 2 ans. Pas pendu, suspendu. Et j'ai demandé au Conseil d'État, tout simplement, un sursis. Je ne l'ai pas encore obtenu parce qu'il faut du temps au Conseil d'État, il y a des commissions, c'est compliqué. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire d'ordonnance, je ne peux pas donner de conseils précis de docteur en médecine à un patient qui me le demanderait. Par exemple, qui a des hémorroïdes, eh bien, je ne peux pas. Par contre, s'il y en a 100 qui ont des hémorroïdes, je peux répondre. Parce que là, je suis professeur de médecine. Et donc, étant professeur de cancérologie et de chirurgie digestive, je peux répondre. Donc là, aujourd'hui, je vais répondre parce que je m'adresse à énormément de personnes sur un sujet majeur qui est la contraception masculine, qui n'est pas en train de devenir une mode. Mais il faut savoir qu'il y a eu une étude importante qu'on appelait Testis autour de 2021, vous voyez, depuis 3-4 ans. Les hommes s'y intéressent. Pourquoi? Parce que les femmes se révoltent. Il faut être clair. Les femmes disent, après tout, il n'y a que nous qui prenons tous les risques, et il y a des risques. On pourra en parler peut-être une autre fois, mais il faut que les messieurs prennent aussi leurs responsabilités. Les femmes se révoltent, et les femmes aussi, et les hommes prennent conscience de l'importance. Bien sûr. L'importance et des séquelles parfois qu'il peut y avoir. Tout à fait, des séquelles pour les femmes. Pour les femmes, absolument. Bon, donc, ils veulent jouer, ce n'est pas un jeu, mais de leur responsabilité. Et je trouve que c'est un état d'adulte homme qui est en train d'apparaître dans nos sociétés par rapport à un état un peu adolescent qui consiste à dire « je prends mon plaisir et basta ». C'est pas mon problème. Bon. Alors, nous allons essayer de les passer en revue, les méthodes. Vous avez d'abord le préservatif. Mais le préservatif, à quoi sert-il? Comme toutes les autres méthodes, l'objectif, c'est d'éviter une grossesse qui n'est pas préparée. Aujourd'hui, c'est le grand thème, si vous voulez. Une grossesse doit se préparer. Bien. On ne tombe pas enceinte. Cette expression « tomber enceinte » doit disparaître de notre société. C'est-à-dire, madame et monsieur désirent, deux dames désirent avoir un enfant, très bien. Donc, on prépare une grossesse. Ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'il y a à étudier et à connaître quelles sont les conséquences des 5 moyens de contraception que nous allons voir par rapport à une grossesse non préparée. Préservatif, c'est simple. Sur une année, le taux de grossesse non préparée est à 18-20%. D'accord? Donc, ça s'appelle des échecs. Échecs du préservatif, échecs de cette contraception. C'est beaucoup quand même, hein? Mais oui, c'est beaucoup, bien sûr. Et il faut savoir que ce préservatif, jusqu'à l'âge de 26 ans, il va être tout simplement remboursé par la donné, si vous voulez, et à partir de 26 ans, sur une ordonnance, à partir de 26 ans, un médecin généraliste, un urologue, un gynécologue peut prescrire un préservatif masculin. Je ne parle pas là du préservatif féminin qui existe aussi, mais entre nous, qui est une invention assez masculine et qui est assez... C'est assez glauque. Hein, assez glauque, voilà. Donc, fermons cette parenthèse. Donc, préservatif masculin, il faut être au clair, hein, c'est 20% d'échecs sur une année. Ça fait quand même pas mal. La deuxième, qu'on appelle et qui prend de l'importance en France, ça s'appelle la vasectomie. Alors, le mot n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il fait peur. Il fait peur. C'est une intervention chirurgicale. Oui, absolument. Qui fait qu'il faut bien comprendre qu'à partir de nos testicules et jusque vers notre prostate, nos vésicules séminales qui stockent une partie du sperme, vésicules séminales qui stockent le sémen, c'est-à-dire la semence, donc des spermatozoïdes, au milieu d'un liquide qu'on appelle le liquide prostatique, lequel liquide prostatique est donc fabriqué par la prostate et nourrit les spermatozoïdes, ou du moins les maintient en
dans une vie active. Et vous savez qu'un spermatozoïde, ça bouge beaucoup. Bon. Donc, cette vasectomie, elle va consister à ligaturer ce que l'on ferait chez les femmes, c'est-à-dire la trompe. On coupe les trompes d'une femme. Non, nous, on n'a pas de trompe, mais on a des canaux qu'on appelle des canaux déférents qui partent de chaque testicule, qui remontent dans notre ventre et qui vont en arrière de la prostate. Si on examine bien un homme sans ouvrir quoi que ce soit de son corps, on va parfaitement sentir ce petit canal déférent de chaque côté qui a la consistance d'une assez grosse mine de crayon, donc si vous voulez assez dur, mais qui est en même temps qui a sa souplesse. Et l'urologue, qui est un type compétent dans son métier, il va attraper sous anesthésie locale ce canal, faire une toute petite ouverture, il prend le canal, il est assez souple, il le fait sortir, il coupe de chaque côté, il met un clip. Attention, le clip ne suffit pas, il faut sectionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spermatozoïdes qui sont fabriqués par les testicules, eh bien, ils ne sortiront plus. Mais, attention, il faut d'abord faire un spermogramme. Ça veut dire calculer le nombre de spermatozoïdes qu'il y a dans le liquide d'évacuation lors d'une éjaculation. Et il faut à peu près 1 million, tomber à 1 million, alors que nous avons des centaines de millions, tomber à 1 million par millimètre cube. On sait que le taux d'infertilité, c'est au-dessous de 15 millions. Mais pour être sécure, bon, on vous dit il faut être à 1 million. Donc ça veut dire que ce monsieur, on fait un prélèvement, si vous voulez, par éjaculation du sperme pour calculer la quantité de spermatozoïdes qu'il a. Bon, il est fécond, il n'y a aucun problème. Bon, ben monsieur, vous êtes d'accord, vous avez signé le papier, vous le voulez, on le fait. Très bien. Et ensuite, 1 mois plus tard, est-ce qu'il est stérile ou encore fertile? Attention, il est encore fertile. Donc on va lui dire, pendant 1 mois, non pas 1 mois, 3 mois, pendant 3 mois, vous allez quand même vous protéger ou protéger madame, donc en mettant un préservatif. Et donc, on va tous les mois pratiquement faire un spermogramme pour voir la chute de la fabrication des spermatozoïdes à la sortie. Logiquement, il n'y en a presque plus. Et c'est ce qui va passer. Admettons qu'il y a eu 100 millions, bon, on va tomber à 15 ou 18 millions, de 18 à 4, de 4 à 2, de 4 à 1, ça y est monsieur, vous pouvez être tranquille. Bon. Et donc, c'est un moyen contraceptif extrêmement intéressant, mais ça demande une responsabilité de l'homme qui prend sa responsabilité en acceptant un acte chirurgical. Donc ça se décide en couple. Alors, ça se décide en couple, vous avez raison. Et évidemment, vous le savez, on en a beaucoup parlé ensemble. Bien absolument. J'ai fait la vasectomie et je vous ai téléphoné évidemment pour savoir si vous étiez... Et vous aviez l'impression que j'allais vous engueuler et souvenez-vous Marc, je vous ai félicité. Exactement. Et alors je voudrais quand même dire, parce que quand on parle d'intervention chirurgicale, tout de suite ce sont les grands mots. Et oui bien sûr. Ça dure 10 minutes. Bien sûr, mais il n'y a pas d'anesthésie générale. Ça dure 10 minutes, Voilà. c'est absolument, c'est quasiment indolore. Tout à fait. Juste un petit peu la petite piqûre piqûre d'abeille, piqûre d'abeille de chaque côté. Exactement, voilà. petite piqûre d'abeille. Et vous êtes parfaitement conscient de tout parce que, évidemment, bien sûr. ça se passe comme il ça. Il vous explique ça, l'urologue, bien ouais, sûr. Absolument. Alors, il y a un taux d'échec. Mais le taux d'échec, il est dû surtout au fait que le monsieur ne se protège pas pendant les 3 mois dont j'ai parlé et n'a pas vérifié qu'au bout de 3 mois, il a vraiment un taux spermatozoïde, qui est extrêmement faible. Donc, on a le taux d'échec le plus faible avec ce moyen contraceptif qui est de 0,15%. D'accord? Bon, 0,15%, c'est pas nul, mais ça veut dire que si le monsieur, je dis, obéit ou suit vraiment les conseils qu'on lui a donnés, ça sera 0%. C'est très peu courant encore en France. Canada, beaucoup. États-Unis, beaucoup. En France, très peu. Pourquoi? Parce que l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est elle qui gère la médecine française. C'est quand même assez étonnant. Bon, elle donne les feux verts pour les médicaments, elle donne les feux rouges. Par exemple, pour l'ivermectine, on avait un feu rouge pour la prescrire concernant le Covid, alors que c'était fort utile, ou l'hydroxychloroquine, ne revenons pas sur ce sujet. Mais bon, actuellement, elle commence à accepter la vasectomie. Ce n'est pas à l'ANSM à le dire. C'est à l'urologue à le proposer, ou à l'endocrinologue, ou au gynécologue, dans le couple, si vous voulez, et c'est ensuite à l'homme à le comprendre et à l'accepter. Donc, vous avez très bien fait, et c'est formidable que nous soyons ensemble pour avoir choisi un tel sujet, puisque vous
connaissez Absolument. vous-même pour y être Absolument. passé. Alors, et ce qui est assez très étonnant, c'est que, je vais vous dire, quand j'étais dans la salle d'attente avant l'opération, Oui. il y avait une autre personne qui était là, qui avait moins de 30 ans. Un monsieur. Un monsieur, Oui. qui avait moins de 30 Oui. ans. Il y a de plus en plus de jeunes Alors, qui ont recours à la vasectomie. la question qui va se poser, et vous avez tout à fait raison de la présenter comme ça, c'est qu'à 30 ans, soit on a déjà fini la famille, c'est-à-dire on a eu les enfants qu'on a voulu, les grossesses préparées, comme j'ai dit tout à l'heure, soit il risque de se passer des choses dans la vie de cette personne, à savoir un changement de partenaire, ça peut arriver, pour trouver une partenaire qui, elle, décide d'avoir des enfants et lui qui dit « Ah ben je ne peux pas ». Bon, la question va être, est-ce qu'on peut récupérer? La réponse est oui, on peut récupérer. On peut récupérer pourquoi? Parce que le canal qui a été sectionné, eh bien le chirurgien, lui, va reprendre ce canal et va faire ce qu'on appelle une anastomose, c'est un mot compliqué, qui va dire, il va mettre les deux tuyaux qui ont été coupés l'un face à l'autre. C'est une chirurgie délicate qui doit être réalisée par un type qui a la compétence, pas avec un microscope, mais avec une grosse loupe, parce qu'il faut absolument que les deux trous de ces deux canaux soient en face. Bon. Donc là, il y a une possibilité chirurgicale, et vous allez voir que dans les années à venir, le gars de 30 ans, peut-être, parce qu'il n'y a pas que lui, il y en aura d'autres de 30 ou 35 ans, demanderont une récupération, et que cela sera possible, mais je ne suis pas capable de vous donner des statistiques pour vous dire dans tant de cas ça va marcher, dans tant de cas ça ne marchera pas. Autre préconisation aussi, quand on est jeune comme ça, on peut faire de la congélation Oui, alors c'est ça, on peut congeler ces spermatozoïdes, c'est-à-dire vous les livrer, de la même façon qu'il y a le don de sperme qui se fait pour telle femme qui ne peut pas avoir, ou un mari qui n'a pas suffisamment pour créer une grossesse, donc c'est tout à fait exact, mais attention, la conservation est une conservation à des températures extrêmement basses, hein, moins 70 degrés, mais la détérioration des produits du sémen spermatozoïde est quand même aussi à prendre en compte. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on attende 30 ans pour utiliser, c'est pas à 60 ans qu'on va se réveiller si on a donné à 30 et à 60 ans on va avoir un bébé, quoi. En tout cas, il le préconise. Oui, c'est préconisé, tout à fait d'accord, et pourquoi pas, ça fait partie des choses de la médecine. Alors, il y a ensuite, nous avons parlé au fond du préservatif et d'emblée après de la vasectomie. Et vous avez une autre technique, moi, qui me fait beaucoup rigoler, qui s'appelle la CTRT. C, contraception, T, thermique, contraception thermique, R, remontée, T, testiculaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est la remontée de vos testicules. Pourquoi? Parce que, Marc, nos testicules, ils sont au frais dans notre corps, si on peut dire, en ce sens qu'ils sont à l'extérieur du corps. Si nous avions les testicules comme nos dames, elles ont les ovaires dans le ventre, la température de nos testicules serait tellement élevée par rapport à ce que nous vivons que nous ne fabriquerions pas des spermatozoïdes. Donc on sait que si on chauffait les testicules à un point tel qu'ils aient une température identique à la température des ovaires, si vous voulez, dans le corps, eh bien, nous ne ferions pas de spermatozoïdes. Donc, il y a un gugus, je ne vais pas vous donner son nom, parce que, qui met au point un caleçon, un slip. Alors, méfiez-vous, on va offrir des slips à Noël, des slips à Pâques ou je ne sais pas quoi, des slips chauffants pour vous remonter seulement. Ça, c'est irritant. Et puis, on ne sait pas à quelle heure, en combien de temps on le met. Quand est-ce qu'on l'enlève, etc. En combien de temps la chaleur testiculaire qui est remontée de 3 à 4 degrés, parce que nos testicules ont 3 à 4 degrés de température inférieure à la température de notre corps, voyez. Donc on ne sait pas exactement en combien de temps vous allez avoir des testicules qui seront à plat. Donc cette contraception, qui est une contraception, si vous voulez, de remontée testiculaire, donc thermique, c'est TRT. Moi, je dis, soyons sérieux, on peut en rigoler, on peut passer des tas de choses sur les médias, les femmes vont nous offrir des slips chauffants, why not? Mais efficacité, moi je vous le dis tout de suite, j'ai pas confiance. Alors il y a une affirmation que moi j'ai entendue de manière assez répétitive et depuis longtemps qui consistait à dire attention aux tenues, les jeans trop serrés, les sous-vêtements trop serrés. Est-ce que ça peut être facteur de stérilité, ça ou pas? Moi, j'y crois pas trop, non. J'y crois pas trop parce que le jean trop serré, vous le portez pas la nuit, quoi.
quand vous êtes en train de câliner madame, je veux dire, Avec le le jean, c'est streptocéré, compliqué. elle va vous dire qu'est-ce que tu fous avec ça, quoi. Il ne faut pas déconner. Bon, donc, alors, l'ANSM, là aussi, qui s'occupe de nos testicules, l'Agence nationale de sécurité du médicament, elle vous dit niet sur la contraception thermique de remontée testiculaire. Elle vous dit niet, elle vous dit niet, elle vous interdit pas, mais elle vous dit ça marche pas. Et là, pour une fois, elle a raison. Bon. Ensuite, vous avez une contraception hormonale. Cette contraception hormonale, là, il faut faire attention. Parce que c'est donné à cet homme, toutes les semaines, une injection ou un comprimé d'hormones testiculaires à un taux élevé qui fait que vos testicules ne vont pas fabriquer de spermatozoïdes. Un peu comme quand on donne une contraception hormonale à une femme, on lui donne un taux hormonal énorme pour bloquer ses ovaires. C'est-à-dire qu'on remplace le fonctionnement hormonal des ovaires par un apport exogène, qui sont des hormones mimétiques, qui correspondent, qui copient l'hormone naturelle. Donc là, on va vous donner une hormone testostérone qui copie vos hormones testiculaires, mais déjà, on vous dit, attention danger, tous les cardiaques, impossible. Tous ceux qui ont des risques de phlébite, d'embolie, et ce qu'ils oublient de dire, et moi je vous le dis tout de suite, cancer prostatique. Pourquoi? Parce que notre prostate, elle est hormonodépendante. Hormonodépendante de quelle hormone? La testostérone. Comme les seins d'une femme sont hormonodépendants des estrogènes et de la progestérone, des deux hormones féminines, donc cette contraception hormonale masculine qui s'appelle CHM, bon, il faut toujours donner des sigles, pour moi, c'est complètement à éliminer, je n'y crois pas. Et cependant, vous avez des études, des gens qui commencent à faire ça. Moi, je ne vais pas la conseiller. Je vais vous conseiller la vasectomie. Nous en avons bien parlé. Vous en êtes un exemple magnifique. Et puis, le préservatif, il faut savoir s'en servir aussi. Bon, voilà. Alors, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans une société, on va un peu simplifier, MeToo. Vous avez vu que dans les hôpitaux, vous avez une de mes collègues qui est en train de hurler contre un autre collègue, une collègue féminine qui hurle contre un autre collègue, ils sont connus tous les deux, et qui dit, dans les hôpitaux, MeToo, c'est vraiment effrayant, il faut que les femmes, les professeurs de médecine femmes, que les infirmières, etc., se défendent contre tous les mecs qui veulent, voyez, mettre la main, vous voyez ce que je veux dire. Bon, avec des expressions, mais moi j'en ai vu. J'ai vu des patrons, mais franchement, ayant des, si vous voulez... Des comportements, d'abord, commençons par des phrases, des expressions. Hein, mes petites poulettes, par exemple. Oh, que vous êtes belle, mademoiselle. Oh là là, mais je ferai bien quelque chose avec vous ce soir. Enfin, des choses intolérables. Impensable aujourd'hui, en plus. Ah, heureusement, déjà, à l'époque, mais alors aujourd'hui, c'est encore pire. Mais heureusement, vous savez, j'ai été chef interne, moi, à l'époque, dans les années 70, du CHU de Montpellier, chef interne en chirurgie. Un chef interne, il est respecté par ses collègues, si vous voulez, parce qu'entre guillemets, il est le chef. Il y avait des fêtes, il y a toujours des fêtes à l'internat. Bon, et ces fêtes à l'internat, c'était l'alcool et le cul. Franchement, je vais vous dire, moi, j'ai pas accepté ce genre de choses. Je l'ai dit à mes collègues. Bon, et les types étaient tellement bourrés parfois qu'ils faisaient n'importe quoi. On passait n'importe quoi par les fenêtres. Il y avait, on invitait à l'époque, on invitait des Suédoises qui étaient étudiantes plus ou moins de passage à Montpellier pour que les uns et les autres passent. Vous voyez ce que je veux dire? Intolérable. Aucun respect du féminin. Moi, je pense vraiment que dans notre société, la révolution féminine, elle est utile. Alors attention, dans le domaine de l'art, on ne va pas donner des noms, mais dans le domaine de l'art, il y a quand même des femmes qui ont voulu quand même profiter des situations pour monter en grade, pour avoir un rôle dans le cinéma, dans le théâtre ou ailleurs. Elles l'ont un peu cherché aussi, bon, vous comprenez? Bon, donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu pendant 50 ans dans les hôpitaux, j'ai vu ce qui se passait, je n'étais pas toujours d'accord avec la façon, mais je vais vous donner un exemple. Un jour, j'arrive, je suis en train de m'habiller pour aller opérer, et j'entends les infirmières de l'autre côté qui sont là, qui prennent un petit thé, un petit café avant de rentrer en salle d'op. Et elles parlent d'un sujet qui l'espère-t-elle, je n'entends pas. Bon, bref, j'entends tout ça, je rentre dans la salle et il y a l'infirmière chef qui me dit « Monsieur, vous n'avez pas écouté ?» Je dis « Non, je n'ai pas écouté, mais j'ai tout entendu quand même. Hein. » Bon, elle parlait du préservatif parfumé.
Bon, honnêtement, je ne savais pas qu'il pouvait être parfumé à la fraise, chocolat, fraise, etc. Bon. Et alors, j'ai tout donné. Et puis là, grand silence. Vous voyez, les infirmières me regardent. Et puis, je les connaissais à peu près bien, quoi. Et on sait à peu près qu'elle est la plus coquine, du moins par sa façon de se comporter. Et je lui dis, et vous, lequel choisiriez-vous comme parfum? Et là, elle m'a eu. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je me suis fait avoir là. Elle m'a répondu nature. Nature, bah oui. Voilà. Non, mais si vous voulez, alors là c'est de la bonne blague. Ouais. C'est pas du graveleux. Oui, oui, oui. Mais le respect reste quelque chose d'absolument sérieux. Alors, la contraception masculine, pour revenir sur le sujet, à mon avis, c'est un sujet d'avenir pour que les femmes utilisent moins d'éléments hormonaux, parce que Marc, si on fait la contraception masculine, moi je souhaite beaucoup faire aussi la contraception féminine, et peut-être vous inviterez telle ou telle demoiselle ou telle dame pour que nous puissions en parler, parce que je pense que les dangers de la contraception féminine sont tels pour moi qu'il faut que nous les hommes, nous prenions des responsabilités. Voilà. Alors vous parliez de 5. Oui. Alors nous avons le préservatif. Ah oui, alors j'en oublie un, c'est le retrait. Bon, le retrait, écoutez. Alors le résultat du retrait, c'est que vous avez 25% de grossesse non prévue. Vous voyez, j'ai les chiffres sur moi. Donc c'est pas génial. Bon, là vous avez les 5. Non, gardons le préservatif pour ceux qui savent s'en servir, d'une part. Et puis gardons quand même cette vasectomie, qui n'est pas un joli mot, qui est une petite intervention chirurgicale faite par des urologues qui sont parfaitement compétents pour faire ça, zéro complication, suivez bien les conseils qui vous seront donnés, faites le spermogramme avant, les spermogrammes après. Et après, bah, vous n'aurez pas de bébé, quoi, soyez rassurés. Et vous permettrez à madame de ne pas rentrer dans ce cercle. Et vous éviterez à madame de rentrer dans un cercle vicieux, qui est un cercle vicieux dangereux, parce que vous avez le stérilet aux hormones aujourd'hui, vous avez le stérilet au cuivre, vous avez la pilule, et vous en avez 40 marques différentes. Et évidemment, vous ne ferez pas plaisir au laboratoire Bayer qui, lui, fait son beurre sur le sujet, mais il n'en est pas moins vrai que vous respecterez davantage le féminin, et moi je suis très favorable à cette façon de fonctionner. La contraception donc masculine, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec des questions, bien entendu. Il y a beaucoup de questions de ceux et celles qui avaient envie évidemment de vous interroger. On en a sélectionné quelques-unes. Alors, quelle est l'efficacité de la contraception masculine par rapport à d'autres méthodes de contraception? Si nous parlons de la vasectomie qui est la plus efficace avec un taux d'efficacité ou d'erreur de 0,15% pour ceux qui ne suivent pas les conseils qu'on donne, c'est la vasectomie, aucun doute, qui est plus efficace que toute contraception féminine. Voilà. Alors, ou qui est au même niveau que la ligature des trompes. Mais la ligature des trompes, pourquoi imposer à une femme qui a pris la pilule pendant des années, 10, 15 ans, parfois 20 ans, de faire une ligature des trompes, qui est une intervention chirurgicale? Anesthésie générale. Ah ben bien sûr. Anesthésie générale ou loco-régionale de la zone, et qui n'est pas quand même très sympathique, autant que nous les hommes, nous prenions nos responsabilités. Absolument. Et c'est pour ça que vous m'avez dit, tu es un homme. Oui, voilà. Et je me souviens, vous avez commencé en me disant, professeur, vous allez m'engueuler. Je me suis dit, je vais l'engueuler, pourquoi? Et comme vous m'avez dit ça, mais je vous dis, félicitations, Marc. Félicitations. Mais parce que je pensais que voilà. Vous êtes un très bel exemple. Bon, merci infiniment. Allez, autre question. Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes options de contraception masculine? Eh ben, on les a vus, c'est que ça ne marche pas. Parce que ça, alors là, c'est une grossesse non prévue. Voilà. Et madame, grossesse non prévue, ben, elle va aller demander l'arrêt de la grossesse. Bon, il faut être clair. Bon, donc les inconvénients, il faut bien les connaître. L'urologue est capable de vous les donner. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur les préservatifs, il y a quand même un taux d'erreur de 25%. Mais pourquoi? Parce que le mec, il le met n'importe comment, son préservatif. Et puis, vous avez aussi des hommes qui, le seul fait de mettre le préservatif, leur psychologie ne fonctionne pas. Parce que, n'oublions pas, Marc, que notre sexe, anatomiquement, il est placé entre les jambes, on est d'accord. Mais son fonctionnement, il est là-haut. Beaucoup. Je me souviens un jour d'un homme qui arrive, qui vient me voir, il m'a dit, docteur, j'ai un cancer. Ah bon, de quoi? Il me dit, 40 ans, jeune. Il me dit, je bande plus. Ah bon, et vous pensez que vous avez le cancer où? Ben, j'ai un cancer, je bande plus. J'ai dit, avant, ça marchait très bien. Alors, écoutez, on va peut-être être un petit peu indiscret. Mademoiselle l'infirmière, pouvez-vous nous laisser? Je reste seul avec le monsieur. Et je lui dis, bon, vous avez une femme, vous avez des enfants. Oui, ça marchait, bon.
vous avez quelques maîtresses. Oui, oui, je comprends qu'il y a plusieurs maîtresses. Bon, le type était assez actif. Et puis je lui dis, bon, elles sont sympas, vos maîtresses. Puis je vois que, bon, je ne veux pas savoir les noms ni les prénoms, mais bon, admettons, prenons deux. Il y en a deux plus sympathiques, une sympathique. Pas... Il me dit, il y a une qui n'est pas sympa. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ben, il y en a une qui m'a dit que j'étais nul. Ah, c'est une récente. Oui, elle est assez récente, oui. Ben, elle m'a dit que j'étais nul. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a cassé. Elle lui a cassé sa sexualité. C'est là, vous comprenez? Le mec qui entend tu es nul, mais vous avez beaucoup d'hommes qui ont une relation intime avec une femme, qui quand ils ont fini, ils sont là, ah, je t'ai envoyé au plafond, et la femme, elle pense, le mec, il est nul. Vous comprenez? Les femmes, elles sont gentilles là-dessus. Hein. Ça lui apprendra à rester fidèle. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, qu'il reste fidèle. Alors, autre question suivante. Allez, question suivante. Y a-t-il des effets secondaires courants associés à la contraception masculine et comment peuvent-ils gérer? Les effets secondaires, après l'intervention, Marc, que vous avez eu pour la vasectomie, vous dites j'ai eu une petite piqûre d'abeille de chaque côté. Bon, ça ne vous a pas empêché. Seulement, après, si vous avez eu des relations immédiatement après, demain, après-demain, la semaine, etc., on vous a dit protégez-vous. C'est-à-dire faites gaffe, parce que sinon, et c'est pas tellement le retrait qui va être efficace, sauf si vous êtes un adepte, entre guillemets, du retrait et vous le faites correctement. Le mieux, c'est quand même le préservatif. Donc les effets secondaires, il n'y a pas d'effet secondaire sur votre personnalité, sur votre puissance sexuelle. Par contre, si vous prenez la contraception hormonale qu'on commence à faire passer parce que des laboratoires comme Bayer et autres sont vachement intéressés par la contraception hormonale masculine CHM, parce qu'il y a du pognon à faire. Il y a du pognon à faire parce qu'il y aura une prescription, parce que toutes les semaines, vous aurez de l'énantone de testostérone, qui est le dérivé de la testostérone destiné à mettre vos ovaires, vos testicules au repos. Donc, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce traitement. Je pense que ça va nous faire une explosion des cancers de la prostate chez les gens jeunes. On voit des cancers de la prostate aujourd'hui à 49, 50, 52 ans, qui ne sont pas liés à des problèmes d'hormones, qui sont liés surtout à du stress, à des problèmes alimentaires, à des consommations excessives de facteurs de croissance. Quand on connaît la difficulté et les dangers qu'il y a notamment sur les pilules et pour les femmes, et ces fameuses hormones, il y a des conséquences physiques, psychologiques. Bien sûr. Est-ce qu'il y a les mêmes choses justement avec ce traitement? Et quelles sont les conséquences de ce traitement pour la contraception masculine? Très bonne question. Je pense, vous voyez, que la sexualité masculine, par rapport à la sexualité féminine, est beaucoup plus psychique. Nous sommes plus psychiques que les femmes dans le domaine de la sexualité. La femme est très affective. Elle demande de la tendresse, de caresses, de l'amour, etc., avec de la puissance, évidemment, sexuelle. Par contre, l'homme, lui, il n'a que sa puissance sexuelle. C'est-à-dire, nous sommes évaluables. Une femme n'est pas évaluable. Elle peut vous dire, mon chéri, mon chat, mon lapin, mon canard, tu as été merveilleux, et penser l'inverse, alors que nous, elles peuvent parfaitement juger de notre capacité à les tenir, entre guillemets, pour être correct et amusant un petit peu, pour être dans l'axe, si vous voulez, et pas se retrouver au bout de 4 minutes pour ronfler tranquillement sur le côté, tandis qu'elle, elle pleure parce qu'elle n'a pas eu son plaisir. Les femmes demandent leur plaisir, elles ont raison. Elles ont raison. Bon, et nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans une société du plaisir, de l'hygiène du plaisir. Savez-vous que par exemple en Suède, dans les maisons de retraite, ils sont en train de faire passer, chez les vieilles et chez les vieux, le panier plaisir. Panier plaisir. Le petit panier avec quelques éléments pour madame, le petit panier pour, ça s'appelle un pompe à pénis, vous ne saviez pas ça? Bon, franchement, je vais vous dire, j'ai pas vu, j'ai pas utilisé, mais j'ai lu. Bon, en Suède, ils en sont là. Ça veut dire que ça va venir chez nous, vous inquiétez pas. Dans les maisons de retraite, il y aura le petit gâteau et puis il y aura le panier plaisir pour monsieur, pour madame. Bon, on est dans une société qui est extrêmement angoissée. Et je vous fais remarquer une chose, Marc, c'est que l'angoisse, elle cherche évidemment à se réduire. Eh bien, la sexualité est une thérapie de l'angoisse. Partie. C'est-à-dire que quand l'homme a son plaisir, si vous voulez, son éjaculation, bon, ça va durer quelques minutes, admettons que ça dure 15-20 minutes, chapeau, vous avez le prix Nobel, eh bien, à ce moment-là, monsieur va se reposer. Et puis, parfois, il a 20 ans, 25 ans, il faut recommencer, parce que de nouveau, l'angoisse revient. Voyez. Donc, nous vivons dans une société angoissée où la sexualité a pris une place extrêmement importante. Donc, la contraception, il est normal que les femmes
demandent la contraception parce qu'elles ne veulent pas avoir 10 ou 15 enfants, parce qu'on est capable de faire 10 ou 15 enfants à une femme, vous comprenez? Ça, c'était dans les générations passées. Elles nous ont envoyé promener, la pilule est arrivée. Le problème, c'est que dans tout ça, on a beaucoup, nous les hommes, exploité les femmes en disant, bah, prends ta pilule et que je prenne mon pied. Vous comprenez? Alors, mais juste pour revenir à ça, donc, quels sont les effets de ces fameuses hormones lorsqu'il y a cette contraception féminine ou masculine? Bah, ben, le danger, à mon avis, c'est que vous risquez, si vous voulez, de percevoir des choses qui ne sont pas des complications, mais comme nous sommes très psychiques, si jamais un jour vous vous retrouvez avec une forme d'impuissance, une érection qui ne dure pas, vous allez dire « merde, c'est le traitement, je ne le veux plus ». Vous allez, sachant que vous êtes sous ce traitement, qu'on vous donnera toutes les semaines sous forme d'un implant ou sous forme d'une injection, vous allez analyser d'une manière extrêmement rigoureuse les moindres éléments de votre vie sexuelle. Et s'il y a un petit changement, vous direz « c'est sûr que c'est ça ». C'est à cause de ça. Ouais. Okay. Prudence. Question. À quelle fréquence doit-on renouveler ou réévaluer la méthode de contraception? Vous voyez, si on a choisi, comme on l'a dit, tout simplement la vasectomie, on vous dit, vous avez un contrôle jusqu'à 3 mois. Au-delà de 3 mois, si vous avez moins de 1 billion de spermatozoïdes par millimètre cube de sperme, on va vous dire tranquille, vous ne risquez pas de faire un bébé. Voilà le taux. Donc la fréquence, dans le cas de la vasectomie, vous voyez, je pousse un peu sur la vasectomie, voilà, je pense que c'est le meilleur moyen. Il faut être sérieux. Il ne faut pas donner aux gens des conseils qui font qu'il va y avoir des grossesses non préparées, non préparées, non voulues, non désirées, et qui vont pousser à l'arrêt de la grossesse. C'est jamais agréable pour une femme. Une interruption volontaire de grossesse, d'accord, elle est rentrée dans la Constitution, je comprends ça très bien, mais je pense que s'enorgueillir de pousser une femme à une interruption volontaire de grossesse quand on est un homme, c'est quand même difficile parce que c'est la femme qui déguste, qui sait très bien qu'il y a une vie qui commence en elle et que tout d'un coup, cette vie, bon, on va l'arrêter. Je le comprends et je comprends parfaitement qu'elle fasse ce choix. Mais attention, c'est un choix facile pour nous les hommes. Bien sûr. C'est beaucoup plus difficile pour une femme. Ça semble surtout invraisemblable qu'un homme puisse demander bien sûr. ça. Bien sûr. Quelle lâcheté. Oui, tout à fait. Existe-t-il des risques à long terme associés à... le risque à long terme d'une vraie contraception masculine, c'est que le jour où vous voulez vraiment avoir un enfant, vous n'y arrivez pas. C'est clair. Alors, soit vous allez au laboratoire qui a stocké vos spermatozoïdes au frigo, au congélateur et plus bas encore en température, et on va vous dire, monsieur, vous inquiétez pas, il nous en reste. Soit vous acceptez la petite intervention chirurgicale qui fait qu'on va remettre les deux. Alors, est-ce qu'il faut faire un seul canal ou les deux canaux? Moi, je pense qu'il vaut mieux faire pour avoir le plus de chances. Les deux, bien évidemment. Mais ça doit être fait, encore une fois, par un urologue qui a la compétence, qui a la machine pour faire la suture de cette anastomose. Je pensais que c'était irréversible. Non, attention, si c'est coupé définitivement, c'est irréversible, on est d'accord. Sauf que si vous me pointez dans un an en me disant « Ah, je voudrais avoir un bébé, etc. », je vous dirais « Allez voir mon collègue Untel à l'hôpital Cochin qui va vous mettre les deux canaux de chaque côté face à face. » Voilà, c'est-à-dire que les spermatozoïdes vont repartir. Parce que vous continuerez à en fabriquer, les spermatozoïdes. On continue à en fabriquer, mais ils vont mourir sur place. Un spermatozoïde, sa durée de vie, c'est, disons, à peu près 7 heures. Si le spermatozoïde est dans le liquide vaginal de madame, d'une dame, d'une femme, il va vivre plus longtemps. Pourquoi? Parce que le liquide, si vous voulez, la sécrétion vaginale de la femme, autant que possible, il vaut mieux qu'il y ait quand même une certaine lubrification. Cette lubrification, ce n'est pas simplement de l'huile, de tout ce qu'on voudra, c'est une lubrification qui est nutritive du spermatozoïde. C'est pour ça que des spermatozoïdes qui traînent au niveau vaginal peuvent, après une relation, peuvent créer une fécondation parce qu'ils sont nourris, tranquilles, ils attendent. Alors, les Y, vous savez que nous avons des X et des Y. Les Y vont donner, en s'unissant à l'ovule X de madame, un XY, c'est-à-dire un beau petit garçon, et les X donneront une jolie petite fille. Il faut savoir que les Y sont moins costauds mais plus rapides. Ça veut dire que la rapidité de l'Y fait qu'il peut arriver le premier. J'ai vu récemment, figurez-vous, je ne sais plus sur quel réseau social, ils ont fait une véritable visualisation de la fécondation.
incroyable. On voit le spermatozoïde qui arrive, il y en a un paquet, puis il y en a un qui lutte pour rentrer dans l'ovule, il y en a un qui passe et les autres, la porte est fermée. C'est absolument magnifique à voir pour comprendre. C'est surtout pour un médecin, pour un étudiant en médecine. La nature est incroyable. Mais donc le risque, il est là. Donc si vous me disiez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je veux avoir un bébé, mais on va vous dire oui, soit vous allez au frigidaire les chercher, soit on vous rétablit la continuité des deux canaux déférents. Je suis calmé. Vous êtes calmé, d'accord. Je suis calmé. J'ai fait mon devoir. Oui, vous avez fait votre devoir, vous avez une belle famille et c'est déjà magnifique. Les étapes à suivre pour utiliser correctement chaque méthode, le préservatif, il faut l'avoir avec soi, il faut qu'il soit de qualité, on ne va pas faire des dessins, qu'il soit parfumé, pas parfumé, c'est pas le problème. On m'a dit qu'il y avait même des phosphorescents, je ne savais pas. Oui, oui, et puis vous avez toutes les tailles. Il y a tout. Bon. Très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour ce qui concerne la vasectomie, oui, il y a des étapes. Il faut d'abord aller voir qu'on vous explique bien les choses. On ne signe pas un papier sans avoir compris, en disant je signe, allez, faites-le moi tout de suite. Non, non, non. Vous y réfléchissez, personnellement, en couple éventuellement, et puis... 3 rendez-vous avant, voilà. Avant l'opération. Vous avez eu les 3 rendez-vous, c'est très bien, c'est très bien. Absolument. Autre question. Est-il possible de combiner différentes méthodes de contraception masculine pour une efficacité accrue? Non, parce que au début, oui. Par exemple, quand on fait la vasectomie, au début, on vous dit préservatif pendant 3 mois, mon ami. Bon, là, il y a une combinaison des deux. Mais ce qui est efficace dans ces 3 premiers mois, c'est le préservatif. Ce n'est pas la vasectomie. La vasectomie n'a pas eu le temps d'arriver à terme de son efficacité. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est très intéressant parce que vous allez voir, je suis persuadé, un très grand nombre de questions. Et moi, je souhaite beaucoup que ces questions, on les répertorie après et qu'on y revienne. Bien sûr, voilà. avec plaisir. Et que vous me mettiez en face un monsieur qui est pour et un monsieur qui est contre. Vous savez quel est le problème, professeur? C'est que personne ne veut venir débattre. Ah, ils ont peur. C'est bizarre, hein? Ils ont peur, ouais. Personne ne veut débattre avec vous. Ouais, mais pourtant, je suis sympa, quoi. Moi, je suis joyeux 24 heures sur 24 et on peut rigoler ensemble. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Je ne ferai pas de mal. Déjà, c'est comment vous dites, la disputation. La disputation. Non, mais il faut faire venir un gars du Conseil de l'Ordre. Par exemple, voilà. Je ne lui parlerai pas en docteur puisqu'il m'a suspendu. Bon, moi, je lui parlerai en professeur. J'ai le droit de lui parler puisque beaucoup d'autres personnes nous écouteront. Ça, quand même. Vous savez, c'est un monde spécial dans lequel nous vivons. Comment peut-on être professeur de médecine, une part en cancérologie, en 1980, en 86, professeur de chirurgie digestive. J'ai failli être professeur de nutrition à Cochin à l'époque, mais le doyen m'a dit, écoutez, Joyeux, il y a 2 personnes qui veulent rentrer à Cochin, il y a Kouchner et vous. Bon. Et alors, oui, mais moi, j'ai pas de relation. Kouchner, je connais pas, quoi. Je connais, bien sûr, par les médias, mais pas plus, quoi. Eh bien, il me dit, ça sera ni Kouchner ni vous. Mais pourquoi? Bon, ouais, je ne sais toujours pas. Mais ça, c'était le doyen de Cochin à l'époque qui était un parent, un gendre, je crois, de Peyrefite. Je ne sais plus le prénom de Peyrefite, qui était ministre de Gaulle. Vous voyez, ça date de quelque temps. Mais je pouvais être prof de nutrition et enseigner la nutrition. J'avais tous les titres pour cela. Donc, je pouvais être prof de cancérologie, de chirurgie, de nutrition. Aux États-Unis, vous cumulez les titres. Vous cumulez les titres. Et en même temps, évidemment, vous cumulez les enseignements. Donc, automatiquement, c'est votre profession. En France, non. C'est débile. Le système français est vraiment à modifier. J'espère que ça viendra. Moi, je suis un naturel optimiste. Je pense que le système est à bout de souffle aujourd'hui. Les hôpitaux sont à bout de souffle. Les cliniques, c'est catastrophique. Mais la contraception masculine n'est pas à bout de souffle. Voilà. Autre question. Comment la contraception masculine peut-elle affecter la fertilité à long terme après son arrêt? Non, ça n'affectera pas la fertilité. Ça peut affecter votre puissance sexuelle. Si vous vous êtes mis dans la tête, je ne peux plus avoir un bébé. Je me souviens d'un ami arrivé vers l'âge de 55-60 ans. Sa femme avait à peu près le même âge, donc elle ne pouvait plus transmettre la vie. Et il m'avait fait part d'un sentiment de vieillissement parce qu'il ne pouvait plus transmettre la vie. Je dis, mais non, tu peux.
suffit de changer de femme, d'en prendre une plus jeune. Non, il m'a dit, il avait déjà une belle famille. Hein. Mais c'est curieux parce que dans sa psychologie, je peux comprendre. Il ne pouvait plus transmettre la vie parce qu'avec sa femme, ils avaient passé le cap. Moi, ça m'est arrivé de passer le cap, mais ça n'empêche pas de s'aimer intimement avec beaucoup de plaisir après la ménopause, parce que l'andropause, c'est une vaste connerie. Ça n'existe pas, l'andropause. Il faudra faire d'ailleurs une émission sur l'andropause, parce que vous avez des gens qui sont derrière pour pousser des traitements, des patchs ceci, des patchs cela, pour vous stimuler. Alors, l'andropause, juste une parenthèse, parce qu'on peut confondre. L'andropause, ça serait une baisse de la fabrication, si vous voulez, de votre testostérone, qui fait que votre libido passerait à zéro. Bon. Et si vous avez une libido à zéro, vous êtes devant la plus belle femme du monde et vous allez jouer au billard, quoi. Vous voyez, vous faites rien. Bon, il y a un problème. La libido, je me souviens d'un grand philosophe français, dont je ne peux pas citer le nom, mais il n'est plus de ce monde. Un philosophe lui disait, maître, la sexualité, c'est important à 20 ans. Bien sûr. Et à 30 ans, bien sûr. Et il est arrivé comme ça à 100 ans, le type, il avait près de 100 ans, il a répondu, bien sûr. Donc, pour un homme, la sexualité, c'est très important. Je pense que si vous posez la question à une femme, l'affectivité, c'est important à 20 ans, à 30 ans, elle vous répondra affectivité. Pas nécessairement sexualité. Dans l'affectivité, il y a la sexualité pour la femme. Mais chez nous, sexualité, c'est parfois obsessionnel. Oui. Et dans notre société, c'est assez obsessionnel. Oui, sexualité égale performance. Oui, voilà. Performance, Jeux olympiques. Oui, Jeux olympiques. Jeux paralympiques. Quelles sont les options possibles disponibles si un homme souhaite retrouver sa fertilité après avoir utilisé une méthode? Bon, préservatif, vous l'enlevez, mon ami. Hein, voilà. Et deuxièmement, si c'est la vasectomie que vous avez utilisée, oui, il faut voir le chirurgien ou aller chercher au labo vos spermatozoïdes qui sont au frigo. Et puis la troisième chose, évidemment, si vous avez eu une contraception hormonale masculine qui n'est quand même que proposée aujourd'hui, mais pour lequel l'Agence nationale de sécurité du médicament n'a pas donné tous les feux verts, il faut arrêter ce style de traitement. C'est une évidence. Voilà. On a du recul là-dessus, et notamment dans d'autres pays? Ça commence dans d'autres pays, mais on n'a pas d'éléments statistiques, tout ça. Vous voyez, en Afrique, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je l'ai vécu en allant au Bénin pour voir et donner des conférences là-bas. J'ai vu des choses qui sont inacceptables. On prend des jeunes filles qui ont 14-15 ans. Là-bas, il fait très chaud. Et dans ces pays africains, la puberté d'une jeune fille est souvent plus précoce que dans un pays européen ou dans un pays du nord de l'Europe. Bon. Donc 9-10 ans, souvent elles sont déjà pubères. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre ces jeunes filles dès qu'elles ont 12-13 ans et qu'elles risquent d'avoir des relations intimes, et on va leur mettre un petit bâtonnet sous la peau du bras, sous anesthésie locale, une toute petite piqûre d'abeille, et on leur donne un implant, qui est un implant hormonal, qui fait que, eh bien, elles vont être stériles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas transmettre la vie. Et puis le jour où elles arrivent à 20, 22 ans, 18, 25, peu importe, elles veulent avoir un bébé, elles n'y arrivent pas, elles ne savent pas pourquoi. Et puis on leur explique, c'est que tu as ça. Seulement pour l'enlever, ça, il faut payer. Elles n'ont pas l'argent. Vous comprenez? Elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas l'argent. Alors que pour le mettre, l'infirmier qui le met, ou le médecin qui le met, lui, il est payé. Par qui? Par les laboratoires pharmaceutiques européens. Vous me suivez? Donc, c'est une stérilisation, entre guillemets, qui risque d'être massive, dans le but de stériliser des jeunes filles pour qu'elles n'aient pas de grossesse désirée, non désirée, peu importe. Et le jour où elles en veulent une grossesse désirée, parce que là-bas, si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez un mari, un compagnon, ce que vous voulez, c'est une catastrophe pour ce type de civilisation, si vous voulez. Voilà, il ne s'agit pas de dire que cette civilisation est supérieure ou inférieure à la nôtre. On n'est pas là pour porter un jugement. On est là pour le bonheur des gens. Voilà. Donc, les options disponibles si un homme souhaite retrouver sa fertilité, on l'a dit, enlever le préservatif, ou bien aller au frigidaire, chercher les spermatozoïdes, ou alors tout simplement la petite intervention chirurgicale dont nous avons parlé. Allez, une dernière. Comment convaincre, madame, là voilà la bonne question, comment convaincre mon mari d'adopter la contraception massive? Je vais vous dire, 1, ne l'engueulez pas. 2, lui dire, on va essayer de faire comme ça. Allez, je joue le rôle de la femme, vous me permettez quand même. Allez-y. Ah, écoute chérie, vraiment tu es extraordinaire. Mais tu vois, j'ai vu le docteur, et le docteur il m'a dit, ça fait 15 ans que je prends la pilule. Il m'a dit, pourquoi vous n'en parliez pas à votre mari? Pourquoi vous n'en parlerez pas à votre mari? Mais de quoi?
répond le mari. Ben, que tu prennes un peu ta part, qu'on partage tous les deux, on s'aimera plus, on s'aimera beaucoup plus souvent, tu vois. Moi, j'aurais peur, là j'ai peur d'avoir une grossesse que j'attends pas, parce que le préservatif, j'ai peur qu'il pète, et puis la pilule, tu vois, je sens beaucoup moins les choses, là. Quand on est dans l'intimité, toi, tu sens tout ça, moi, je sens beaucoup moins. Réfléchissons, il faut que tu me fasses un peu plaisir. Je vais te dire exactement quel est mon plaisir et quel est mon plaisir quand tu crois que je l'ai et parfois je ne l'ai pas. Voilà, il faut qu'on en parle. Tiens, on fait un petit resto demain avec des bougies. Voilà. Ben voilà. Comment convaincre le mari? Bon, il y a 50 000 façons. Hein. Non, mais je crois surtout que c'est un manque d'information. Oui, mais bien sûr. C'est uniquement un manque d'information. Mais Marc, c'est pour ça que votre télé ABC Talk, mais il faut que ça circule partout. Pourquoi? TF1 est incapable d'en parler, Antenne 2 est incapable d'en parler, toutes les autres télé, radios. Moi, vous savez, je suis interdit sur ces télés. Je suis interdit, sauf chez vous. Mais c'est un vrai plaisir chez vous, parce que on peut vraiment dire des choses utiles pour les autres. Et puis encore une fois, moi, ayant testé effectivement cette thématique de la contraception masculine, la vasectomie, en particulier avec la vasectomie, je me dis, franchement, alors ça se réfléchit. Bien sûr, ça se réfléchit. Et vous n'êtes pas tout seul. Et on n'est pas tout seul, évidemment. Ça se et vous ne demandez pas à votre arrière-grand-mère. Exactement. Et on est bien accompagné avec un urologue qui sait tout à fait de quoi il parle. Tout à fait. On voit que l'intervention se fait vraiment d'une manière très très simple. Et c'est aussi une responsabilité que l'on doit avoir. Absolument. Et vous verrez que beaucoup d'urologues vont regarder cette émission, la mettront peut-être dans leur cabinet, pour l'expliquer aux gens qui viennent la revoir, parce qu'ils ont peur pour ceci ou pour cela. Non, je pense que moi, je suis très heureux d'avoir pu en parler comme cela avec vous. C'est un bon choix et je suis très intéressé par les réactions que nous aurons à la suite de cette émission de 46 minutes. Exactement. Merci infiniment, professeur. On attend vos commentaires, évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez. Avez-vous déjà entendu parler de cette fameuse vasectomie, entre autres? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez face à la contraception masculine et même d'ailleurs, au sens large, la contraception en règle générale? Tout à fait. Et on sait à quel point les femmes vont regarder. Terriblement impactant pour les hommes. Il faut dire, les femmes. Quand on va avoir des réactions, vous allez voir, vous aurez le maximum de femmes qui vont nous féliciter. Vous allez voir. Merci, professeur. Avec grand plaisir. Merci à bientôt, beaucoup. Marc. On se retrouve très vite pour une prochaine émission avec le professeur Henri Joyeux. Salut.